une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour Thomas Benoît. Vous êtes chargé de développement à l'association Rue du Développement Durable. Vous travaillez notamment sur la redynamisation des quartiers par la réouverture de locaux laissés vacants, mais aussi à leur animation. Dans cette même dynamique, vous avez créé, vous et un collectif, une foncière solidaire qui s'appelle Cré de Liens, qui a été donc mise en place pour le rachat de locaux vacants en rez-de-chaussée dans le quartier de Cré-de-Roc à Saint-Étienne. Avant de préciser davantage les enjeux auxquels vous vous attaquez, est-ce que vous pourriez vous présenter vous, mais aussi l'association Rue du Développement Durable? Alors, bonjour Frédéric, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis Thomas Benoît, je ne suis plus chargé de développement, je suis maintenant coordinateur de l'association Rue du Développement Durable. Alors, je dirais beaucoup RDD, mais c'est bien pour Rue du Développement Durable avec un rue au pluriel. Donc, oui, moi, je suis dans la structure depuis maintenant, ça fera 5 ans le mois prochain. Voilà, quel est le projet de RDD? Donc, déjà, c'est une structure qui a 14 ans. Et comme on va le voir dans l'entretien, là, progressivement, du coup, elle s'est spécialisée sur ce qu'on appelle la réactivation des rez-de-chaussée vacants, c'est-à-dire leur redynamisation. Mais elle tient également à une spécificité qui est celle d'association de quartier, donc sur le quartier du Crène-Roc, comme vous l'avez bien dit. Voilà. Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur, ce dont vous venez de parler là, sur votre proposition dans l'association de créer une dynamique, une dynamique citoyenne, donc qui est pas forcément portée par une collectivité, mais par, là, une association, des citoyens et cetera, autour de la réactivation des rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'on entend finalement par, réactivation des rez-de-chaussée vacants? En quoi c'est digne d'intérêt finalement? Euh, du coup, effectivement, nous, on s'est spécialisé là-dedans. Un peu par, alors j'allais dire opportunisme, mais dans le bon sens du terme, plutôt par réactivation de notre diagnostic. On a avancé en marchant et on a vu que c'était un levier intéressant. Donc par là, on fait appel à tout l'imaginaire qui va être celui de la disparition du petit commerce ou de la multiplication des locaux vacants en rez-de-chaussée. Donc de cette multiplication de friches qu'on peut voir dans beaucoup de territoires en France, hein, et notamment dans les métropoles, dans certains quartiers un peu typiques qui sont pas forcément les quartiers très commerciaux du centre-ville, mais voilà, d'autres types de quartiers, notamment les quartiers anciens et les centres-villes pour le coup des villes moyennes. Du coup, pour expliquer ça, nous, à RDD, il faut qu'on repasse aussi un petit peu par la genèse et avoir bien en tête, du coup, donc deux choses, la genèse et le territoire. Le territoire, donc nous sommes à Saint-Étienne, qui est une ville qui a été marquée par une période de désindustrialisation à partir des années 70, 80, 90, avec le départ de quasiment un quart, un peu moins de ses habitants. Et on est sur le quartier du Crène-Roc, donc c'est un quartier qui est situé sur une colline à Saint-Étienne, qui est entre plusieurs pôles urbains assez importants. Le premier qui est celui de l'hypercentre, puisque juste en bas, nous, d'une rue, il suffit d'une rue ou deux pour arriver sur l'hôtel de ville, la plage Jean Jaurès, qui est la plus grande place de Saint-Étienne, et la préfecture. Et de l'autre côté de la colline, nous avons la gare de Saint-Étienne-Château-Creux. Donc voilà, c'est vraiment deux pôles urbains très importants. Première chose, donc la géographie. Deuxième chose, c'est le caractère social de cette colline.
qui se caractérise d'un côté par son passé ouvrier, mais aussi artisan. Ça va un peu ensemble, mais c'était voilà, beaucoup de petits artisans indépendants. Voilà. Donc ça se voit notamment dans l'architecture sur le quartier et dans la façon dont le quartier s'est fait aussi. Ça s'est beaucoup construit, reconstruit de façon assez spontanée. Euh, mais aussi c'est un quartier où il y a beaucoup eu de lutte sociale à travers son histoire, donc notamment allié avec ce caractère ouvrier, des luttes sociales, mais aussi associatives, syndicales, coopératives, mutualistes. À Saint-Étienne, il y a un mouvement assez fort là-dessus. Donc au fil des décennies, hein, c'est un mouvement où on a retrouvé à chaque fois l'émergence des initiatives du moment, donc notamment pour tout ce qui est des questions associatives. Voilà, il y a une grosse amicale laïque à Saint-Étienne, c'est des structures d'éducation populaire qui est très active. Il y a eu la première association de maintien de l'agriculture paysanne de la Loire, etc. Enfin voilà, ce passé-là, nous, on s'inscrit d'une certaine façon dedans aussi, euh, puisqu'on est un peu issu de cette dynamique-là. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que du coup, quartier assez pauvre, voilà, beaucoup de précarité, quartier qui a été durement marqué, malgré sa proximité immédiate avec le centre-ville, par la désindustrialisation. Donc, quand on dit, et puis, oui, enfin, quand on dit désindustrialisation, hein, on dit vacances en logement comme en rez-de-chaussée, en pied d'immeuble, insalubrité, délabrement, précarisation des habitants, etc., etc. Et dernière chose sur le contexte territorial, mais c'est un quartier qui a aussi reçu pas mal des différentes vagues d'immigration, hein, au cours de son histoire. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte géographique. Après, il y a aussi un contexte autre qui est lié à tout ce que je viens de vous dire, dans les années 2000, 90-2000. Donc, le quartier a d'abord été classé en QPV, donc quartier prioritaire pour la politique de la ville, amenant des opportunités notamment de financement ou du dialogue avec les institutions, mais également à partir des années 2000, un projet de rénovation urbaine, donc Parlons rue. C'est à ce moment-là où va les prémices de la création de RDD. L'ANRU, hein, c'est une grosse machine qui arrive pour faire des travaux avec des dispositifs qui fonctionnent plutôt bien. On pourrait discuter de la qualité, mais en tout cas, ils existent et ils sont carrés quoi sur les questions de réhabilitation, rénovation, notamment du logement, sur les questions de voirie, d'équipement, d'espace public, etc. Là-dessus, il y a des choses qui fonctionnent, qui existent. Mais il y en avait pas du coup sur la thématique qui va nous intéresser, celle de la vacance en rez-de-chaussée. Typiquement, on a commencé à comprendre ça. Donc l'ANRU, c'est cette machinerie, mais c'est aussi toutes des espaces de dialogue avec les institutions. Voilà, ça crée des échanges entre les institutions et les habitants, entre les habitants, entre les structures du quartier. Et donc, notamment, si on relie ça à ce que je vous disais hein, sur la dynamique sociale et collective du quartier, voilà, les habitants et les structures du quartier souhaitaient peser, s'intéresser au projet urbain. Voilà, donc là, on est sur un moment où se passe tout un tas de discussions, et notamment un problème du quartier qui en fait est une contradiction. On a plus en plus de locaux vacants. Donc aujourd'hui, c'est un phénomène très répandu hein, à Saint-Étienne. Je pense qu'on a eu un peu d'avance sur le niveau national là-dessus. Mais voilà, dans les années entre 2005 là, et 2010, en gros, on mesure, nous, sur notre diagnostic, à une quarantaine de pourcents de vacances, de taux de vacances, pardon, sur le quartier. Donc des commerces, mais aussi en fait hein, tous ces anciens locaux d'artisans qui étaient vraiment connectés avant avec les étages et l'habitat. Donc d'une part, et de l'autre côté, énormément de porteurs de projets, un peu de commerce, mais surtout voilà, sur des créatifs, des associations, des collectifs d'habitants, sociaux, culturels, solidaires, des créateurs, des artisans aussi, etc., qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'emménager sur le quartier, mais ne trouvent pas de rez-de-chaussée. Donc là, on arrive sur la tension qui explique aussi la création de l'association, la mise en place d'une dynamique à l'époque. Hein. Et encore une fois, et c'est pour ça qu'on tient à ce caractère quartier,
c'est que ce sont des habitants et des structures locales, donc notamment cette amicale laïque dont je vous parlais tout à l'heure, Solicop, qui était une coopérative qui travaillait sur les questions de solidarité internationale, ou encore Artisans du Monde, qui ont voulu lancer voilà, des expérimentations en ciblant des friches en rez-de-chaussée, en gros. Voilà un petit peu la genèse, et tout en voyant, hein, constat partagé avec les pouvoirs publics, qu'il n'y avait pas de dispositif miracle ou dans la boîte à outils pour intervenir là-dessus. Voilà, donc ça, c'était un petit peu sur le contexte et le diagnostic. Il y a aussi eu un travail intéressant à ce moment-là de conceptualiser qu'est-ce qu'un rez-de-chaussée. En fait, c'est hyper intéressant de se poser la question de qu'est-ce que c'est que cet objet urbain là, un peu particulier. Première chose, zone tampon entre un espace public et un espace privé, enfin voilà, la rue et un espace privé qui est le logement. Il est très important, il est placé à cet endroit-là. Deuxième chose, c'est un espace qui est un marqueur énorme de l'expérience d'un usager dans une rue. Voilà, ce que je dis souvent, c'est que quand on arrive dans un endroit où en rez-de-chaussée, c'est vide, quand on regarde dedans, tout est délabré, on peut souvent pas regarder dedans parce qu'il y a des palissades, il y a des moellons, etc., etc. Et ben, ça provoque, qu'on le veuille ou non, une imagerie ou des émotions qui sont ce qu'elles sont. Et voilà, maintenant, si on s'imagine y passer la rue le soir, pardon, à minuit, c'est jamais très agréable. Quand bien même il pourrait y avoir des superbes logements occupés et des superbes façades au-dessus, quoi. Donc, deuxième chose, c'est l'expérience. Troisième chose, c'est les règles assez particulières qui régissent ces espaces-là. Encore une fois, on n'est pas sur de l'espace privé, on n'est pas sur de l'espace public, on est entre les deux. C'est souvent un lieu privé, mais souvent du commerce, donc quand même beaucoup de porosité, etc. C'est plutôt régi par des codes qui vont être ceux du commerce ou etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de... C'est aussi hein, une partie de ce qui va expliquer l'intervention publique, pas forcément mise en place à ce moment-là, puis encore un peu aujourd'hui. Voilà, ça explique des difficultés. Et enfin, dernière chose, et chose primordiale, quand on regarde une ville, alors je vais parler des quartiers assez centraux, 90%, alors le chiffre, il est un peu à la louche, mais 90% des activités d'un centre-ville, qu'elles soient servicielles, économiques, sociales ou administratives, elles sont bien dans les rez-de-chaussée, quoi. D'où l'importance d'avoir des rez-de-chaussée qui vivent et d'où l'importance aussi pour une collectivité ou des habitants hein, d'avoir dans un quartier des rez-de-chaussée qui sont fonctionnels. Voilà un petit peu sur l'état des lieux. Je ne sais pas si j'enchaîne après. On va enchaîner en effet, mais j'ai des questions qui me viennent. Ouais. C'est intéressant parce que vous avez parlé quand même enfin, d'un quartier précis. On est quand même sur une ville Saint-Étienne qui a déjà une image elle-même de ville désindustrialisée, avec beaucoup de vacances, de logements commerciaux, etc. Mais en plus, vous rezoomez sur un quartier qui est encore plus touché par ça dans la ville en elle-même. Donc, c'est cet ancrage quartier intéressant. Et en plus, vous l'avez dit, les pouvoirs publics sont intervenus dans ce quartier via QPV ou l'ANRU, et en même temps n'ont pas réussi ou n'ont pas pris en charge cet enjeu-là. Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire, en quoi vous trouvez, vous, finalement, que le fait d'apporter une proposition citoyenne et collective via des associations, etc., sur cet enjeu de la vacance peut apporter des nouvelles solutions? Est-ce que vous pensez que c'est aussi par le biais d'être passé par les gens qui vivent là que des solutions émergent, une foncière potentiellement ou d'autres outils, hein, bien sûr, se mettent en place? Eh bien, tout à fait. En tout cas, vous avez bien compris la clé de rentrer par le quartier. Nous, c'est de là qu'on a tiré la légitimité et aussi c'est le premier fil à tirer pour arriver sur un phénomène qui est aussi énorme et ben voilà, 15 ans plus tard, on le voit bien, hein, qui était en train d'arriver dans les années 2000. Hein, il fallait bien rentrer par quelque part et ce qu'on connaissait le mieux, c'était notre quartier. Donc, partant de là, c'est aussi un moyen de, après, dézoomer, aller tester, aller comparer à d'autres quartiers de Saint-Étienne, d'autres villes de Saint-Étienne métropole, puis d'autres villes, etc., etc.
Ce qu'on a fait, on pourra peut-être en parler. Mais en tout cas, le point de départ, il était là. À bien avoir en tête aussi que quand on est créé RDD, enfin moi, j'étais pas là, mais l'idée, c'est d'avoir une structure qui soit un outil du territoire, un outil des acteurs locaux. Euh, voilà, porter des actions dans les rez-de-chaussée, mais pas que. L'idée, c'était d'animer le quartier, de rendre ce quartier-là vivant sur des dynamiques citoyennes, en parallèle, pas forcément contre, hein, mais en parallèle des dynamiques institutionnelles. C'était aussi de prendre cette position-là. Donc, des jardins, de l'urbanisme transitoire, du mobilier, de l'événementiel, de l'animation de quartier, de la communication, etc., etc. Moi, je dis souvent qu'on a deux périmètres d'intervention à rue du développement durable. Le premier, il est quartier territorial, donc c'est le Crède Rock. C'est là où on va mettre en place toute cette batterie d'actions dont je vous parlais. Donc, on fait encore, hein, voilà, on est en train d'ouvrir un jardin, un site de compostage collectif géré avec les habitants, jardin d'agrément géré avec des structures locales, voilà, régulièrement des événements, etc., etc. Euh, Périmètre d'intervention territoriale, le Crède Rock, et un périmètre d'intervention thématique qui va être celui des rez-de-chaussée, qui est désormais maintenant notre savoir-faire et le cœur, en gros, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'innovation sociale, de ce qu'on propose, quoi. Il est de savoir intervenir et d'avoir proposé des méthodologies d'intervention. Voilà. Du coup, hors du quartier, ça va plus passer par des formats d'accompagnement, de prestations, d'études, etc. Sur le quartier, donc si nos deux périmètres sont réunis, du coup, c'est là où on va mettre tout ensemble, c'est-à-dire tout le réseau, les moyens pour réouvrir et aller directement dans l'opérationnel, le rez-de-chaussée, quoi. Euh, et du coup, la différence avec des dynamiques institutionnelles, ben, elle est ici, c'est qu'on a une légitimité qui est autre, elle n'est pas forcément contre, elle est juste différente. Ce qui fait qu'on peut proposer des actions qui sont différentes aussi. Et donc, si tout le monde le veut bien, complémentaires, quoi. Euh, la collectivité ou l'ANRU n'a pas résolu la vacance sur le Crâne Rock. RDD non plus, on va pas se mentir, hein. N'empêche que eux, ils ont proposé des interventions sur certains secteurs très intéressantes qui ont permis d'eux. Nous, en s'appuyant dessus ou pas, on a proposé d'autres interventions qui ont permis d'autres choses. Et eux, derrière, ils se réappuient dessus aussi enfin voilà. Il faut le voir comme ça. Dans l'idéal, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ça fonctionne plutôt comme ça aujourd'hui, hein, mais en tout cas, nous, on part effectivement de la question des habitants. Alors maintenant, on va pas se mentir. Si fut un temps, c'était vraiment les habitants ensemble, on proposait des choses, voilà, c'était assez spontané, c'était je le dis pas négativement, mais du bricolage, parce que ça a permis des choses, hein, donc il faut pas le dire de façon négative. C'était parfois du temporaire aussi, qui a permis au moins de démontrer, d'ancrer, de tester des méthodologies. Aujourd'hui, la façon d'intégrer les habitants, ça va moins être par du bénévolat, puisque on commence à être très, très, voilà, sur des notions expertes, etc. Mais n'empêche que il y a une proximité qu'on garde par tout un tas déjà de projets qu'on a installés ou qui, eux, reposent sur les habitants, sur du bénévolat, sur des choses comme ça. On en parlera sans doute après. Nous, l'idée, c'est de proposer des services aux habitants, donc de savoir ce que les habitants ont envie et surtout besoin. On part de là, quoi. En parlant donc justement de ce côté un peu expertise, sur la spécifique au rez-de-chaussée, mais aussi comme, vous le disiez, enfin voilà, vous développez des outils, alors multiples outils, hein, il y a de l'animation, du jardin partagé comme vous l'avez dit, on pourra y revenir. Mais il y en a un qui nous intéressait particulièrement chez Dixit, c'était, l'aspect foncière solidaire, que vous avez appelé Cré de Liens, si je n'écorche rien. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est un peu enfin voilà, pourquoi finalement vous avez eu besoin de monter cette structure, qui est la foncière, c'est pas toujours évident pour les auditeurs ou les auditrices à comprendre comment ça fonctionne. Mais aussi du coup, quelle gouvernance vous avez utilisée puisque vous aviez finalement l'association, RDD plus la foncière. Voilà, comment tout ça s'imbrique, ensemble ou pas d'ailleurs? Hmm. Ah, plutôt oui. Et ben déjà pour comprendre, pour ceux qui connaissent, vu qu'il y a un clin d'œil, le clin d'œil il est à Terre de Liens.
Donc, pour ceux qui connaissent Terre de Liens, c'est pareil, mais sur des rez-de-chaussée. En tout cas, la logique est la même si le fonctionnement va un peu différer. Donc, d'abord, si on parle des statuts, parce que souvent on pose la question, mais c'est pas une structure forcément coopérative, c'est une SAS à capital variable. Par contre, le règlement a été travaillé pour que la gouvernance respecte un certain nombre de principes coopératifs. Donc le principe classique, ce sont des parts sociales. Nous, on a fixé des parts sociales assez faibles, 50 € l'unité, pour permettre à tout le monde de pouvoir en acquérir au moins une, puisque le principe, c'est une personne égale une voix. Tout le monde a la même voix, ce n'est pas proportionnel au nombre de parts acquises, puisque évidemment la part sociale est faible, mais on peut en acquérir autant qu'on veut. On a des personnes qui ont pris pour 1 000 € de part sociale, par exemple. Mais ils ont autant de voix qu'un voisin qui voulait juste participer à quel allait devenir le rez-de-chaussée à côté et suivre ça. Et donc, il en a pris une à 50 € parce qu'il n'avait pas plus de moyens et il pourrait, dans les faits, enfin en théorie plutôt, s'exprimer dessus. Donc ça, c'est sur les principes. Sur la logique ensuite, l'idée là, c'était de mobiliser le voisinage en fait avec ça. Donc, je refais le fil de mon historique puisqu'on en était là, hein, mais Crais de Liens était pensé pour être l'outil principal de réactivation des rez-de-chaussée. Ça n'a pas été le cas, je reviendrai dans le bilan. Mais en gros, l'idée, c'était de dire, ben tiens, il y a des rez-de-chaussée vacants. Sans doute, le problème, c'est qu'il y a personne qui est intéressé. Ben, on a vu que non, il y avait plein de porteurs de projets. Bon, ben, ça doit être que les propriétaires, ils sont dépassés ou ils n'ont pas les moyens. Donc, on va les aider, on va acheter et nous, on va trouver des moyens pour faire des travaux. La logique était très simple avec les éléments qu'on avait. Et l'idée pour récolter les fonds nécessaires, c'était de dire, pardon, on va mobiliser le voisinage et on est en 2011 là, donc je précise, il n'y a pas encore tous les outils de crowdfunding, etc. On va aller taper à la porte des voisins, appeler le réseau, etc. et dire prenez tous des parts et vous voyez le rez-de-chaussée que vous voyez de votre fenêtre là, on va le racheter, on va y remettre quelque chose ensemble. Et puis, bon, potentiellement, on pourra même décider ensemble, voire accompagner l'activité, quoi. Donc, en 2011, on a réussi à racheter un rez-de-chaussée dans lequel il y a eu 2 projets. Aujourd'hui, c'est un magasin d'artisans et qui fait des ateliers collectifs autour de l'art japonais. Voilà. 2011, on a racheté ce local-là. Et donc, encore une fois, il n'y avait pas le crowdfunding ou tous les outils de réseaux sociaux. En porte-à-porte par le réseau, les personnes à ce moment-là ont réussi à aller faire souscrire 63 de mémoire coopérateurs TRIS pour un total d'un peu plus de 20 000 €. Donc voilà, comme quoi l'idée, elle fonctionne, quoi. Une fois qu'on a le local et qu'on a le prix, on sait aller mobiliser des gens pour acheter. Ce qui est super intéressant, ce qui montre aussi qu'on ne s'est pas trompé, quoi. Voilà, ça c'est le principe. Puisque vous allez me demander, sans doute j'enchaîne, mais pourquoi depuis il n'y a pas eu de nouveaux rez-de-chaussée qui ont été achetés? Voilà, parce que je tisse encore mon constat évolutif au fil des 14 années là, mais on a vu que c'était pas encore si simple. On n'avait pas encore la réponse de pourquoi il y avait de la vacance dans notre quartier à Saint-Étienne. Donc d'abord, on pensait qu'il y avait personne, finalement il y a des gens. En plus, après, on pensait qu'il fallait soulager les propriétaires, mais finalement, non. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que en fait, beaucoup de propriétaires n'étaient pas vendeurs de leur rez-de-chaussée vacant. Surprise hein, chez nous. Pourquoi ça? Plusieurs choses. Le faisceau de réponse, il est assez fort, mais notamment parce que déjà, si on a des propriétaires qui sont propriétaires de tout un immeuble, leur logement, il fonctionne, leur modèle économique, il est basé sur les logements, ils vont sûrement pas revendre leur rez-de-chaussée pour aller mettre une copro alors que, voilà. Première chose. Donc, quand on tisse un peu ce truc-là, on s'aperçoit que, en fait, les rez-de-chaussée pour les propriétaires, maintenant, ça ne rentre plus dans l'opération financière et enfin dans leur équilibre financier. Et en plus, il n'y a pas derrière de projet spécifique, on va dire, social ou politique, d'y faire quelque chose, quoi. Il n'y a pas de vision là-dessus.
Ce qui est un peu embêtant. Et on s'aperçoit que les propriétaires, en fait, pour une certaine partie, voient les rez-de-chaussée comme quelque chose, comme une charge, soit administrative, financière, etc. Donc de l'espace inutilisé. Euh, voilà, avoir une activité dans son rez-de-chaussée, c'est différent que d'avoir un locataire dans son logement. Ça va être des activités, des allées-venues, parfois des déclarations du type, je sais pas, licence 4, ERP, mise aux normes, nanani, nanana. Donc les propriétaires, eux, vivent ça comme quelque chose de parfois très compliqué. Première chose. Et deuxième chose, c'est une charge aussi parce que l'activité du rez-de-chaussée peut être nuisible. Le bruit, les odeurs, si ça dérange les locataires des logements, tous les propriétaires, c'est la première chose qu'ils vous demandent s'ils ont un logement dans l'immeuble, quoi. Vous me mettez un bureau, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une banque en ce moment qui cherche, etc., quoi. C'est vraiment ce qu'ils veulent. Si on a le malheur de leur parler de bar, café, là, c'est 90% du temps une fin de non-recevoir. Restauration, souvent ils ont envie, mais voilà, les extractions, la terrasse, les odeurs, les risques, je sais pas, de l'équipement et tout ça. Pareil, c'est souvent très compliqué. Et même pour tout un tas d'autres activités de ce type-là, quoi. Il y a vraiment la peur que ça génère des choses. Et voilà, si on dit kebab, alors là, il y a encore d'autres considérations qui viennent et on a aussi beaucoup où ça le fait pas. Donc, première chose pour le refus. Deuxième chose, en rentrant moins dans les détails, mais c'est sur des logiques de rentabilité, pourquoi pas, voire de spéculation. On est sur tout un tas de propriétaires parfois qui ont du foncier un peu dans de multiples territoires. Et aujourd'hui, Suite Saint-Étienne n'est pas rentable, on le met de côté en attendant, et on se concentre sur d'autres en attendant que Suite Saint-Étienne peut-être monte. Ou des propriétaires stéphanois qui, eux, sont un peu contre faire quelque chose dessus, puisque on est sur un mythe, une espèce de croyance que le marché va remonter. Et si, l'année prochaine, et je l'ai lu dans l'Express, et le classement des villes, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on m'a souvent ressorti. Mais voilà, nous, on a des gens, mon prédécesseur, il travaillait déjà, enfin, il essayait déjà de les mobiliser. Non, l'année prochaine, ça va remonter. Ça fait 8 ans qu'il dit ça. On a des gens qui ont eu des grosses difficultés financières parce qu'ils ont attendu ça pendant longtemps et ils se sont aperçus au bout de 5, 6, 7 ans que eh ben, le rez-de-chaussée n'avait plus aucune valeur parce enfin, c'est un mauvais calcul hein, pour nous de faire ça. Un rez-de-chaussée inoccupé, c'est un rez-de-chaussée qui se dégrade, humidité, les réseaux, les nuisibles, tout un tas de choses comme ça. Ça dégrade en plus les logements au-dessus. Donc, si on veut faire un calcul pour les logements, ben voilà. Et puis, si on est dans une logique purement de marché, ce qui n'est pas forcément notre cas, c'est pas un bon calcul non plus, puisque la multiplication des friches dans un quartier va dégrader le patrimoine de tout le monde, quoi. Donc voilà, mais effectivement, sans rentrer dans l'anecdote, on a eu des gens, nous, hein, qui ont été en liquidation judiciaire, qui ont dû vendre leur rez-de-chaussée pour une bouchée de pain aux enchères, là où nous, on leur proposait un prix correct, etc. Donc voilà. Là-dessus, ça remet à jour notre diagnostic. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je rentre tout de suite un peu plus aussi dans d'autres méthodes qu'on a pu proposer pour s'adapter à ce qu'on découvrait là-dessus. Oui, justement, on va en parler parce que enfin, c'est hyper intéressant ce que vous dites parce qu'au final, il y a une volonté de créer un outil sur un quartier qui paraît enfin, aller dans une bonne logique et donc les logements, enfin les logements, pas les logements justement, mais les rez-de-chaussée sont là, les porteurs de projets sont là. Pas de discussion entre les propriétaires et les porteurs de projets. Vous pouviez même vous passer en tant que médiateur finalement. Parce qu'au pire, j'ai envie de dire, la foncière n'avait peut-être pas besoin d'être propriétaire, mais c'était le moment de faire rencontrer des porteurs de projets avec des proprios. Mais en fait, non, non, parce qu'on ne veut pas être le premier, on ne veut pas être le premier à prendre le risque d'installer son bar, on veut pas, voilà. Donc s'il y en a un qui dit non, les autres disent non. Enfin, on rentre dans une logique assez terrible et qui me fait penser aussi que finalement, là-dessus, c'est peut-être un enjeu qui est lié à la ville pour le coup même, de Saint-Étienne et en fait qui dépasse, le quartier et qui là demande, potentiellement une des réactivations des discussions avec les propriétaires qui est plus complexe que ça. Mais en effet, vous avez mis du coup d'autres outils en place puisque comme celui-là n'a pas marché, j'imagine que, enfin, vous avez tiré d'autres ficelles. Donc vous pouvez raconter nous ça. En effet, c'est les diagnostics, tout ce qui est animation et cetera. Allez-y.
Et oui, du coup, voilà, on arrive à plusieurs. On est une association, hein, donc nous, on répond à des besoins du territoire, on fait des constats, on teste, enfin voilà, on a cette liberté-là aussi. Donc, plusieurs de nos hypothèses fonctionnent pas totalement. Ça a quand même à montrer des fruits, donc on a plutôt décidé de garder ces choses-là dans notre panoplie, mais de créer des nouveaux outils. L'outil suivant, vous l'avez évoqué, c'est l'outil médiation qui va lui prendre différents niveaux. Il y a un premier outil d'intermédiation, c'est juste mobiliser le propriétaire et faire un peu un tas d'efforts à sa place, diffusion de l'annonce, presque pas tout à fait la commercialisation, mais pas loin. Enfin, en tout cas, faire en sorte que des gens aient des infos sur son rez-de-chaussée. Et intermédiation de l'autre côté avec les porteurs de projets en leur disant, nous, on a des infos que vous aurez jamais. Et là-dessus, je glisse une anecdote, mais en évoluant dans notre diagnostic, encore une fois, on s'aperçoit qu'il y a un gros problème là qui n'est pas celui non plus ni de l'offre, ni de la demande, ni du croisement de l'offre et de la demande, mais en fait, la majorité, enfin en tout cas une partie des locaux vacants sont des locaux, je mets des guillemets, mais fantômes. Le plus dur, c'est de... Voilà, on sait qu'ils existent parce qu'on les voit, mais le plus dur, c'est de savoir à qui s'adresser pour proposer quelque chose, quoi. Donc c'est là-dessus qu'on a commencé aussi à agir. Petit chiffre là-dessus, mais on a fait une étude en 2021. Il s'avère que donc sur les rues qu'on a étudiées, il y a 64% des locaux vacants qui n'ont fait l'objet d'aucune commercialisation entre 2018 et 2021. Quand je dis commercialisation, c'est publication sur Internet, donc les sites d'agence ou les sites type Le Bon Coin, mais aussi pancartes en vitrine ou autre joyeuseté. Donc là, voilà, on commence à toucher aussi du doigt quelque chose d'assez fort. Enfin, 2 tiers ne sont même plus sur le marché, quoi. C'est même pas qu'ils sont inaccessibles, c'est qu'ils sont même pas disponibles. Donc c'est aussi quelque chose nous qu'on valorise auprès des proprios, c'est donnez-nous des infos, puis on va au compte-gouttes vous envoyer des gens qui seront, pour ceux qui ont envie, hein, à qui ça correspondra. Et on va faire en sorte d'envoyer des gens qui peuvent faire des travaux ou je sais pas quoi, enfin voilà, trouver des arrangements de ce type-là. Et aux porteurs de projets, on le valorise aussi en leur disant, nous, en fait, on est capable de vous filer des infos qui sont que vous trouverez jamais ailleurs, puisque c'est des locaux qui ne sont pas commercialisés. Donc ça, c'est l'intermédiation, on va dire juste légère transmission d'infos. Après, on va plus loin dans l'intermédiation, puisqu'on intervient là-dedans, on appelle ça le portage locatif. C'est que du coup, là, il commence à y avoir une discussion qui se passe bien entre un propriétaire et un porteur de projet, mais là, il manque une solution technique ou opérationnelle, on va dire. Nous, on est capable d'en apporter une certaine partie. Donc, nous, la façon dont on fait du portage locatif, c'est on va voir un proprio. On a déjà plus ou moins des porteurs de projets où on est convaincu qu'on en aura. Et avec lui, on lui dit, écoute, sur une période donnée, enfin, on va négocier, pardon, une période donnée, qui fait quoi en termes de travaux, etc. Qu'est-ce qu'il veut pas? On fonctionne plutôt par qu'est-ce qu'il veut pas plutôt que qu'est-ce qu'il veut en termes d'activité. Voilà, on se met d'accord sur un cadre large mais rigide. Et une fois ça passé, on va négocier des conditions tarifaires, soit un loyer bas, soit une gratuité, soit un truc progressif, etc. On va le mettre sur la durée qu'on a convenue avant, et nous, on va, entre guillemets, encore une fois, se substituer à lui et gérer tout ce que gère un propriétaire en général. Donc ça, c'est pour le propriétaire, c'est plutôt avantageux. Lui, il a besoin de solidité, de rigidité, on est capable de lui en donner. Pour ceux qui sont un peu en question, nous, notre meilleur argument, c'est venez dans le quartier, regardez ce qu'on a fait, voilà, donc n'ayez pas peur. Et puis de toute façon, moi, on voit, et mes collègues, on voit notre tête tous les jours dans la rue, donc on nous retrouvera facilement, quoi. Et de l'autre côté, pour les porteurs de projets, ça va être autre chose. Eux, ils ont quand même besoin d'une certaine forme de flexibilité qu'on est capable de donner. Et puis eux, ce qu'on va leur offrir, c'est un interlocuteur de proximité. Et en plus, alors une souplesse, j'ai déjà dit, mais aussi une légèreté dans l'installation, puisque on va prendre également des charges qui incombent normalement aux locataires.
On prend les contrats fluides, eau, gaz, électricité, Internet aussi, en ayant soin et on y arrive à proposer des choses pas très chères, voire très abordables et en mutualisant, ça nous aide aussi à proposer des choses moins chères que si tout le monde prend son contrat partout. L'assurance aussi, donc nous on a une assurance qui couvre les locaux pour tout le monde, etc. Donc pareil, c'est autant des gains de temps que de la simplicité que des gains financiers pour les porteurs de projets. Et le message, c'est allez, venez et concentrez-vous sur votre projet et sur la vie de votre local. Nous, on se concentre un peu sur le reste. Euh, pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça crée aussi? Nous, on croit aussi à la mutualisation. Donc, on essaie d'avoir des porteurs ou porteuses de projets et pas seulement un ou une seule. C'est encore une fois des gains aussi, là pour le coup, environnementaux, écologiques en termes d'économie, mais aussi économie financière, voilà. Et puis, au-delà de ça, d'économie, c'est aussi des gains d'animation, de collectif, etc. Nous, on croit, et ce qu'on fait le montre, hein, que la complémentarité et la coopération, c'est plus riche que la concurrence, quoi. Donc, quand il y a plusieurs artisans qui sont les uns à côté des autres, ou plusieurs indépendants, mettons, ça a déjà été le cas qui bossent dans la com et le numérique, euh, parler, évoquer, échanger, et peut-être au bout d'un an faire des projets ensemble, et ben, c'est très riche en fait dans un milieu et dans une évolution professionnelle. Donc voilà, ça c'est le portage locatif qui est la forme la plus répandue de ce qu'on a pu faire. Donc voilà, là, si on regarde d'une façon un peu évolutive, on voit qu'on a des niveaux d'intervention très différents, allant juste de l'information, puis après on gère un peu avec eux la relation. Des fois on fait la négociation, des fois on donne des coups de main sur l'installation, etc. Mais on n'intervient pas spécifiquement. On est parfois un peu décisionnaire, mais en tout cas on ne met pas de moyens. Il y a aussi les porteurs de projets qui ont besoin d'être accompagnés dans leur réflexion d'espace aussi, etc., etc. Ou les propriétaires d'être emmenés vers des aides ou des choses comme ça. Donc, partant de là, ensuite, ça va être l'intervention foncière, donc de l'achat ou du portage du conventionnement locatif. Pour tout le monde, il y aura dans tous les cas une intervention de valorisation via les aspects communicationnels, etc., etc., l'animation de quartier qui peut être faite, qui est pour tout le monde et qui est intéressante pour tout le monde. Et ponctuellement, on va intervenir aussi sur la création du projet lui-même. Donc, pas que sur le foncier, mais ponctuellement, on intervient, on porte nous-mêmes un projet, souvent parce que c'est un projet qui est très social et qu'on veut collectif. Donc oui, on a fait le choix notamment de créer, en tout cas de préfigurer nous une accorderie qui est un système d'échange en monnaie de temps. Ça partait de plusieurs besoins, un besoin de convivialité, de rencontre, un besoin aussi d'avoir des services à moindre coût, donc accessible à tous et toutes, et de sortir d'une certaine façon de services que payants, quoi. C'est pas forcément le cas, mais c'était l'idée quand même de vraiment se rapprocher des besoins et de la commande des habitants. Et un autre projet de ce type-là, c'est une cantine de quartier qu'on a hébergée pendant 6 ans au sein de RDD. Donc, la personne qui gérait la cantine était ma collègue pendant toutes ces années-là, puis maintenant qui est autonome, qui est une cantine participative. Donc, les habitants viennent cuisiner. Ensuite, il y a un repas à prix libre permettant à tout le monde de se rencontrer. Voilà, et encore une fois, un autre lieu de rencontre des habitants où il y a une vraie possibilité d'agir sur la programmation de la cantine. C'est pour ça qu'elle est ouverte que la moitié de la semaine. C'est aussi pour que il se passe plein d'autres choses dans ce lieu-là, quoi. C'est hyper intéressant parce que finalement, vous avez réussi un peu à, bah, pas à vous arrêter à l'échec de la foncière, mais à se dire, bah, tant pis, on veut continuer d'intervenir à l'échelle de ce quartier. Malgré, malgré la complexité notamment, avec les propriétaires, et cetera. Mais en trouvant, d'autres leviers comme vous l'avez dit, bah, voilà, la médiation, le portage locatif, qui font en fait aussi, j'ai presque envie de dire de l'association quand même un acteur, une actrice principale, sur ce quartier-là. Donc c'est très chouette.
Est-ce que vous auriez un livre ou autre à conseiller à nos auditeurs et nos auditrices qui souhaiteraient aller plus loin sur ce sujet? Alors oui, tout à fait. Nous, il y a eu un ouvrage qui est paru, je crois, en 2020 ou 2021, qui s'appelle La ville inoccupée, enjeux et défis des espaces urbains vacants, donc de Johan Mio et Nadia Arab, qui sont deux chercheurs, notamment à l'école des Ponts et Chaussées, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a des articles assez intéressants sur des contextes divers. Il y a notamment un article sur les expérimentations de RDD qui a été coécrit notamment par mon prédécesseur. Voilà. Super, bah, merci beaucoup. On mettra tous les liens de toute façon dans la barre d'infos du podcast, donc à la fois le livre que vous venez de citer, mais aussi le site de RDD pour pouvoir retrouver toutes vos démarches. Merci beaucoup Eh ben, merci à vous. et à bientôt. À bientôt. Au revoir.